Imaginez un homme petit, voûté, qui sent la vodka à 10 pas, assis derrière le plus grand bureau du plus terrible bâtiment de Russie. En ce mois d'août 1938, cet homme commande à des millions de vies. Un mot griffonné de sa main, et un homme disparaît avant l'aube. Un autre mot, et toute une famille s'efface. Au plus profond de la nuit moscovite, quand les verrous claquent dans les caves, c'est à lui que l'on pense. Nikolai Ivanovitch Yezhov est au sommet du NKVD, le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Il est commissaire général à la sécurité d'État. Il se croit intouchable. Regardez-le pourtant, regardez ses yeux. Le pouvoir ne monte pas chez lui comme une flamme claire, il monte comme une fièvre. À Moscou, l'été de 1938 n'a rien d'une saison tiède. C'est un été de peur. La grande terreur tourne à plein régime depuis bientôt 2 ans, depuis l'automne de 1936 où Yezhov a pris les commandes. Et c'est lui qui signe, ligne après ligne, les ordres d'exécution. Les listes s'allongent, les convois roulent. Les caves de la Loubianka ne désemplissent pas. La machine est la sienne. Elle broie, elle dévore. Elle ne sait plus s'arrêter. Et c'est là que le piège se referme, car une machine qui dévore sans fin finit par menacer celui qui l'a construite. Au Kremlin, derrière le bureau de Joseph Vissarionovitch Staline, on commence à murmurer que l'on est allé trop loin. Trop de fusillés, trop de chefs d'industrie arrêtés, trop de généraux de l'armée rouge enlevés en pleine nuit. Le pays entier frissonne. Les ambassades étrangères s'alarment. Le parti lui-même ne sait plus à qui obéir. Yezhov devient pratique, pas indispensable, juste utile. Or, à Moscou, quand on devient utile, on commence déjà à disparaître. Staline cherche un responsable, un homme sur qui rejeter les excès, un nom à montrer du doigt. Yezhov sent qu'on le regarde différemment. Il boit davantage. Il boit le soir à la Loubianka. Il boit le matin avant les signatures. Ses collaborateurs le voient chanceler dans les couloirs. Son haleine à elle seule trahit l'État. Et Staline n'aime pas les hommes qui boivent, parce qu'un homme qui boit finit par parler, et un homme qui parle finit par trahir. Regardez l'autre homme maintenant. À 1500 verstes de là, au sud, à Tbilissi, en Géorgie, un autre personnage attend. Il est élégant. Il porte des lunettes en pince-nez qui lui donnent un air de professeur sérieux. Son sourire est poli, presque doux. Il s'appelle Lavrenti Pavlovitch Beria. Il n'a pas encore la stature officielle d'Yezhov, mais il a une qualité que Staline apprécie par-dessus tout. Il sait attendre. Et surtout, il sait se rendre indispensable sans le paraître. Staline le convoque. Le 22 août 1938, Beria prend le train. Direction Moscou. Mission paternelle, dit la dépêche officielle. Un collègue surchargé, un ami fatigué, à qui l'on envoie un adjoint pour l'épauler. Le ton est doux, le geste est mortel. Ce 22 août, le téléphone sonne dans le bureau d'Yezhov, à la Loubianka. Au bout du fil, le secrétariat du Kremlin. Beria est nommé premier adjoint du commissaire du peuple aux affaires intérieures. Formellement, Yezhov reste le patron. En réalité, c'est le début de la fin. Beria arrive dans le bâtiment, salue les gardes, longe les couloirs que d'autres ont traversés en dreadnought pour ne jamais en ressortir. On lui attribue un grand bureau, à 2 portes de celui d'Yezhov. Les dossiers viennent à lui sans qu'il les demande. Les officiers viennent à lui sans qu'il les convoque. Il pose des questions gênantes. Pourquoi cet ordre de tel jour, signé de telle main? Pourquoi telle arrestation, dont on ne retrouve plus la trace? Pourquoi tel quota dépassé? Yezhov, officiellement, commande toujours. Mais les fils ne passent plus par lui. Ils passent déjà par son ombre géorgienne. Vous imaginez la scène? Un homme au sommet qui entend, à travers la cloison, son remplaçant lire ses propres dossiers. Yezhov convoque ses adjoints. Ils se dérobent. Il les appelle pour signer un papier urgent. Ils font dire qu'ils sont malades ou en mission. Beria, lui, sourit derrière ses lunettes. Sa méthode est simple. Autour d'Yezhov, il nettoie. Promotion subite pour les uns, qui partent en province avant d'avoir compris. Arrestation nocturne pour les autres, discrète, à l'heure où les collègues ne regardent pas.
Interrogatoire serré pour quelques-uns, choisi exprès. On leur explique poliment qu'ils ont le choix entre parler contre Yejov et répondre de leurs propres crimes. Les hommes d'Yejov, ces hommes qui torturaient dans les caves, tremblent maintenant dans leurs propres caves. Ils livrent des noms, ils livrent des dates, ils livrent leur ancien patron. Beria en poche, en pile, constitue un dossier qui ne dit pas encore son nom, mais qui engrange déjà la future accusation. Un par un, les proches d'Yejov disparaissent dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. Parmi eux, le bras droit, Frinovski. C'était l'homme de la logistique sanglante, le coordonnateur des exécutions massives. Beria le fait écarter d'un revers. Une mission à la flotte, en pleine Baltique, loin de la Loubianka, loin des dossiers, loin de tout. Frinovski comprend qu'on l'écarte, mais il part quand même, parce que ne pas partir, c'est être arrêté sur le champ. Sur les murs de la Loubianka, les visages changent. Les fantassins de Beria, des Géorgiens souvent, silencieux, polis, efficaces, prennent les postes clés. Les rapports, désormais, ne passent plus par Yejov. Ils s'arrêtent à la porte de son adjoint. Et les collaborateurs, le matin, quand ils croisent leur ancien patron dans le couloir, baissent les yeux. Ils ne savent pas encore qui tombera. Ils préfèrent ne rien devoir à personne. Yejov, lui, tente le seul réflexe qui lui reste, supplier. Il écrit à Staline, des lettres, encore des lettres. Un homme qui n'a jamais tenu une plume autrement que pour signer des arrêts de mort, rédige maintenant des suppliques au crayon. Il demande une audience. Il propose de s'expliquer. Il évoque les fatigues du parti, sa propre santé, sa fidélité inconditionnelle. Au Kremlin, on ne répond pas. On lit, on classe, on laisse mariner. Au Kremlin, le silence est une arme plus tranchante que toutes les balles de la Loubianka. Yejov comprend. Il dort maintenant habillé, la porte fermée à double tour, un pistolet sous l'oreiller. Le maître des caves n'a plus confiance en personne, pas même en ses propres gardes. La paranoïa, qui fut son instrument de règne, devient sa compagne de nuit. Regardez la Loubianka à présent. Vous voyez ce grand bâtiment lourd, en plein cœur de Moscou? Il fut le centre nerveux de la terreur. Aujourd'hui, autour d'Yejov, il devient un désert. Ses hommes ont été dispersés. Son information ne lui parvient plus. Son armée intérieure lui échappe. Il reçoit moins de rapports, et personne n'ose plus lui dire la vérité. Les interrogatoires se poursuivent dans les caves. Les balles continuent de partir. Mais ce n'est plus son nom qui est en bas des ordres. C'est un autre nom, écrit d'une autre main. Et dans les étages supérieurs, on parle déjà de l'ancien patron à la troisième personne, comme s'il était déjà mort. Observez Yejov, à la fin de ce mois d'août 1938. Un homme petit, à la laine lourde, qui regarde sans comprendre un monde qui glisse hors de portée. Il est encore commissaire général à la sécurité d'État, il signe encore parfois, il préside encore parfois. Mais derrière chaque porte, il y a désormais un sourire poli et des lunettes en pince-nez. Et au Kremlin, Joseph Vissarionovitch Staline se tait. Il ne refuse rien, il ne gronde pas, il ne convoque pas. Il attend. Car Staline, dans ses silencieuses retraites, sait que le temps travaille pour lui. Yejov, lui, ne sait pas que le 23 novembre approche. Ce jour-là, tout bascule. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, dans la nuit moscovite, il ne reste à Yejov que les lettres jamais lues, le pistolet sous l'oreiller, et la terreur d'un homme qui découvre soudain à quoi ressemble l'autre côté du piège. Moscou, 23 novembre 1938. Le matin est glacial. Le vent souffle de la Moskova et gifle les visages sur la place rouge. Dans les rues, on marche vite, la tête rentrée dans les épaules. Pas seulement à cause du froid, à cause de ce qui va se passer au Kremlin. Nikolaï Ivanovitch Yejov a été convoqué. Une séance du Politburo. Ordre du jour secret. Il le sait. Tout Moscou le sait. Quand le maître des arrestations reçoit à son tour un carton du Kremlin, c'est que la meute s'est retournée. Regardez-le, ce matin-là, descendre de voiture devant l'entrée des comités. Petit, voûté. Le regard lourd, encore plus lourd que d'habitude. L'haleine sent la vodka de la veille, malgré tous les efforts pour masquer. Il a mis son costume le plus rigide,
celui qu'il réservait pour les cérémonies. Il sait ce qu'il attend. Pas dans le détail, pas dans les mots exacts, mais dans l'odeur, dans le silence, dans cette manière qu'a Staline de convoquer sans expliquer. Il y a une règle à Moscou que tout le monde finit par apprendre. Quand on vous convoque, soit on vous promeut, soit on vous tue. Au Kremlin, il n'y a pas de milieu. Dans la salle du Politburo, la lumière est grise. Une longue table. Des visages connus. Staline fume la pipe, immobile, le regard perdu au-dessus des têtes. Vyacheslav Molotov prend des notes. Georgi Malenkov feuillette un dossier. On lit la résolution. Les mots tombent comme des pierres. Perte de vigilance, incompétence, incapacité à diriger le NKVD, excès, torture sans mandat, famille entière détruite sans preuve. On lit les chiffres que Beria a fait préparer. Les milliers d'arrestations arbitraires, les quotas d'exécution, les troïkas, ces juridictions d'exception qui condamnent en 3 minutes et signent en silence. Tout cela, ce sont les œuvres d'Yezhov. Et aujourd'hui, on les lui met sur le dos, devant les siens, devant le parti. Devant Staline, qui ne dit rien. Yezhov balbutie, il bredouille. Il évoque sa santé, ses nerfs, son dévouement. Il invoque la conscience communiste. Il supplie presque. Staline l'écoute. Pas comme un juge écoute un accusé, comme un patron écoute un subordonné qui a failli, avec une patience terrible. Puis il accepte. La démission volontaire est enregistrée. Yezhov cède le NKVD. Le geste est posé. Mais la phrase qui suit claque comme un coup de feu. Vous n'irez pas à la retraite. Vous n'irez pas au repos. Vous restez au service de l'État. Et le Kremlin lui assigne un nouveau poste. Le commissariat aux transports fluviaux. Bateaux, barges, fioul, écluses. Un ministère vide, sans pouvoir, sans hommes, sans secret. Une tombe administrative où l'on enterre les bourreaux usés. Imaginez Yezhov sortant du Kremlin ce soir-là, les dents serrées, le col remonté contre le vent. Il a compris. Ce n'est pas une promotion, ce n'est pas une humiliation, c'est un sursis. On lui laisse la vie, pour l'instant, parce qu'on a encore besoin de lui, pour signer ce qu'on veut lui faire signer, pour apparaître devant un tribunal, un jour, et dire ce qu'on lui aura appris à dire. Il marche vite, il ne regarde personne. Derrière lui, le Kremlin reste éclairé. Staline fume toujours sa pipe. Beria, lui, prend possession du bureau d'à côté. Quelques jours plus tard, Yezhov pénètre dans son nouveau ministère. Voyez le contraste. À la Loubianka, il y avait des portraits de lui sur tous les murs, des articles dans la Pravda, des gantelets d'Yezhov exposés dans les musées et même parfois dans les bureaux. Ici, rien. Des couloirs étroits, du linoléum usé, une odeur de papier administratif. On y parle de niveau d'eau, de péage, de remorqueur. Yezhov n'y connaît rien. Il n'a jamais rien su d'autre que la peur. Il s'assoit à son nouveau bureau. Il ouvre un dossier. La navigation sur la Volga. Il ne sait même pas où commence la Volga. Il repose le dossier. Il sort une bouteille de la serviette. Ses subordonnés le regardent entrer dans son bureau le matin. Ils le regardent en sortir le soir. Ils ne le saluent plus. Ils ne lui demandent plus rien. Ils ont peur. Mais ce n'est plus la peur d'hier. Ce n'est plus la terreur sacrée qu'il inspirait à la Loubianka. C'est la peur méprisante qu'on réserve aux malades, aux agonisants, à ceux qu'on va bientôt cueillir. Car Yezhov est surveillé. Bien sûr qu'il est surveillé. Beria, devenu maître de la Loubianka, a tendu ses fils. Des agents de filature suivent Yezhov jour et nuit. Pas pour le protéger, pour ramasser le moindre geste, la moindre phrase, le moindre soupir. Son téléphone est mis sur écoute. Chaque mot qui sort de sa bouche finit sur le bureau de Beria. Quand Yezhov téléphone à un ancien collègue, le collègue raccroche vite, en tremblant. Quand il croise un dignitaire dans un couloir, le dignitaire change de direction. Aux réunions du gouvernement, on lui laisse un coin, au fond. Assis là, raide, silencieux.
le chien battu du régime, comme le chuchotent les secrétaires qui passent. Pendant ce temps, à la Loubianka, la mécanique tourne, mais dans l'autre sens. Beria a lancé ce que les historiens ont appelé plus tard le dégel. En réalité, c'est un hiver sanglant. Les Ejovtsi, tous ces hommes qui travaillaient pour Iejov, ces lieutenants, ces tortionnaires, ces indicateurs, on les arrête par milliers. On les jette dans les caves où ils torturaient hier. Et les caves ne pardonnent rien. Ils apprennent, sur leur propre table de bois, ce qu'ils faisaient endurer. La justice stalinienne est un miroir retourné. On cogne, on interroge, on retourne les hommes contre leur ancien patron. Chaque aveu signé devient une brique du futur dossier. Chaque procès-verbal, une marche supplémentaire vers l'échafaud. Les bourreaux deviennent les accusés. Et les bourreaux des bourreaux deviennent à leur tour suspects. C'est un jeu de miroir sans fin. Au cœur de cette mécanique, Beria sourit toujours. Il ne se salit pas les mains. Il vient aux interrogatoires parfois, en costume impeccable. L'eau de Cologne, les lunettes, le ton calme. Il pose des questions précises, sans hausser la voix. Il brise les contradictions d'un mot. Il regarde s'effondrer les hommes qu'il a lui-même fait monter, puis descendre. Il savure. Il classe. Il archive. Il sera encore là longtemps, lui. Pour l'instant, son ennemi principal s'appelle encore Iejov, et chaque jour qui passe raccourcit ce nom. À la fin de l'hiver 1939, le sort d'Iejov semble scellé. Il n'est plus rien. Un fantôme administratif, assis derrière un bureau de bois blanc, a signé des circulaires sur les barges. Le jour où il s'endort ivre dans son fauteuil, ses secrétaires le photographient. La photo rejoint le dossier. Au Kremlin, Staline a vu le rapport. Il a souri, peut-être. Ou pas. Avec lui, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que le silence du maître n'est pas du pardon. C'est du calcul. Et Iejov, désormais, ne calcule plus. Il écrit encore des lettres à Staline. Plus courts, plus pathétiques. « Votre petit Iejov », signe-t-il un jour, dans une envolée d'anciens dévots. Il implore 1 minute, une seule, pour s'expliquer, pour défendre son honneur. Au Kremlin, on ne répond pas. On lit, on classe, on avance. Regardez Iejov, en ce printemps qui s'annonce. Un homme qui fit le bras armé de Staline, devenu un fantôme administratif. Un homme qui faisait trembler l'Empire, réduit à trembler pour lui-même. Il n'a plus de garde autour de lui, plus de garde du corps, plus que des ombres. Et quelque part à la Loubianka, dans une cave où il a lui-même dicté les règles, on prépare déjà la prochaine arrestation, la sienne. La date est presque arrêtée. Ce sera le 10 avril 1939. Mais Iejov ne le sait pas encore. Comment le saurait-il? Dans son ministère aux transports fluviaux, on ne lui dit plus rien. On le laisse boire. On le laisse attendre. Car Staline, lui, n'a plus rien à lui dire. Iejov, désormais, parle tout seul à un correspondant qui ne lit plus. Et c'est peut-être la pire des condamnations. Être encore vivant quand personne, plus personne, ne veut de vous. Moscou, 10 avril 1939. Il est tard. Nikolai Ivanovitch Iejov est convoqué chez Georgi Malenkov, secrétaire du comité central. Ordre bref. Bureau habituel. La convocation est banale, presque routinière. Iejov ne se méfie plus. Depuis des mois, il vit dans l'attente. Il a pris l'habitude de se présenter partout où le Kremlin l'appelle. Il enfile son manteau, enfourne le pistolet dans sa poche. Un réflexe, désormais. Plus une prudence. Et part. Regardez-le entrer dans le bureau de Malenkov. Petit, voûté, le regard nerveux. Et là, derrière la table, un homme qu'il n'attendait pas. Lavrenti Pavlovitch Beria, en personne. Lunettes en pince-nez, costume sombre, sourire absent. La mise en scène est limpide. Malenkov n'est qu'un décor. Ce qui attend Iejov est écrit, mot pour mot, depuis longtemps. Avant même que Malenkov n'ouvre la bouche, Beria le regarde. Et ce regard-là vaut toutes les phrases. Iejov le sait.
Tout son corps le comprend. Ses jambes flanchent. On l'invite à s'asseoir. On lui annonce son arrestation. Les mots sont simples, comme un acte administratif. Le maître des arrestations devient l'arrêté. Yejov s'effondre presque. Son visage se vide de son sang. Il porte la main à sa poche. On lui ordonne de poser le pistolet sur la table. Il obéit. La scène est brève. Pas de menottes visibles. Pas de hurlements. 2 hommes encadrent Yejov, l'encadrent plutôt qu'ils ne le maîtrisent, et l'emmènent. Par l'arrière, comme on escorte un paquet qu'on ne veut pas montrer. Une voiture noire. On le jette à l'intérieur. Direction la Loubianka, son propre bâtiment. Là où il a signé des milliers d'arrestations. Là où son nom a été craint pendant 2 ans. À la Loubianka, on lui retire tout. Ceinture, lacets, montre, tout ce qui pourrait servir. Puis on le jette dans une cellule. Pas un cachot ordinaire, pas encore. Pour l'instant, juste une pièce vide, avec une ampoule grillée. 2 gardiens silencieux. Et le silence. Ce silence terrible qui Yejov a lui-même imposé à des milliers d'hommes et de femmes, derrière ces mêmes murs. Pour la première fois de sa vie, il ne dirige plus la mécanique. Il en est la matière, mais la Loubianka n'est qu'une étape. On transfère Yejov à Soukhanovka. Ce nom dit tout aux initiés. Soukhanovka est la prison qu'Yejov a lui-même conçue, lui-même voulu, lui-même rendue terrible. Les règlements qu'il y a fait appliquer, le froid, la faim, l'attente interminable des interrogatoires, les cellules humides où l'on casse lentement les hommes, c'est son œuvre. Et c'est dans cette œuvre qu'on va le recevoir. L'arroseur arrosé selon le proverbe, mais le proverbe n'a jamais goûté à cela. L'arrivée se fait de nuit. On lui retire ses vêtements. On lui passe la tenue de détenu. Les autres prisonniers entendent son nom circuler. Ils chuchotent. Eux aussi le reconnaissent. Ils comprennent ce qui se passe. Un bourreau entre dans le couloir, et c'est le couloir qui l'a bâti. La porte se referme. Les verrous claquent. Le froid commence. On lui attribue un interrogateur. Boris Rados. Le meilleur. Du moins, le meilleur dans l'art que Beria lui-même a perfectionné. Faire parler les hommes récalcitrants. Rados n'est pas un tortionnaire ordinaire. C'est un technicien de la confession. Un horloger de l'aveu. On lui a donné un défi. Faire parler Yejov. Faire dire à Yejov ce que Moscou attend. Rados ne montre rien. Il parle peu. Il observe. Il prend des notes. Les premiers jours, Yejov joue au père. Il est encore dans le rôle du maître. Il invoque sa conscience de communiste. Il rappelle ses titres, ses décorations, ses fonctions passées. Il exige un appel au Kremlin. Il veut Staline. Il veut s'expliquer. Rados le laisse parler. Note. Sourit parfois. Yejov ne comprend pas encore. Il croit que ses mots comptent encore. Il croit que son nom a un poids. Ses anciens adjoints, eux, ne se trompent pas. Ils l'écoutent à travers les cloisons. Ils sourient dans l'ombre. Ils ont compris avant lui. Puis Rados change de méthode. La méthode du conveyor. Un interrogatoire en continu. Sans sommeil. Sans pause. On change les équipes. On change les voix. On ne cesse pas. Yejov, à 1,51 m, pèse à peine plus qu'un enfant. La fatigue le cueille vite. Les heures passent. Les jours passent. Il lui arrive de s'endormir sur sa chaise, debout presque, et on le secoue. On reprend. Question après question. Le même couloir mental, la même porte à enfoncer. Et puis un matin, Yejov cède. Pas à la douleur, à l'épuisement. Il accepte de tout dire, de tout signer. Il baisse la tête. Rados inscrit. Le dossier commence à s'épaissir. Mais un aveu signé sous l'épuisement ne suffit pas au Kremlin. On veut davantage. On veut de la matière. Beria donne l'ordre d'appuyer. On passe à autre chose. On ne parle plus. On agit. La matraque en caoutchouc, souple, presque silencieuse, s'abat sur le corps d'Yejov. Les coups s'ajoutent aux coups. Il en arrive à ne plus compter. Les bleus se superposent aux bleus. Son dos n'est plus qu'une carte en relief. Ses côtes craquent. Ses épaules saignent sous la tunique. Quand on lui arrache les dents, Yejov hurle.
Mais le cri est devenu si ordinaire à Soukhanovka qu'aucun garde ne tourne la tête. Et ceux qui le frappent sont ses anciens hommes, ses anciens lieutenants. Des officiers qui lui doivent leur grade, leurs uniformes, leurs décorations, qui tremblaient devant lui il y a quelques mois, qui torturaient à sa voix. Aujourd'hui, il le frappe, content, presque ivre de vengeance. Yejov, à genoux, implore. Il promet de signer tout ce qu'on veut, tout, n'importe quoi. Il appelle à l'aide. Il n'y a plus personne à appeler. Son propre corps ne lui appartient plus. Ses mains tremblent trop pour tenir un stylo. Alors on lui tient la main. On l'aide. Page après page, le maître des caves devient le matériau des caves. Imaginez-le, à la fin de ses premières semaines. 1,51 m de chair brisée, dans une cellule trop grande pour son corps recroquevillé. Il ne parle plus. Il ne supplie plus. Il attend juste que ça s'arrête. Et même cette attente-là dépend de l'homme qui l'interroge. Regardez-le, ce Nikolai Ivanovitch Yejov, qui fit trembler l'Union soviétique. Regardez-le devenir ce qu'il a fait aux autres. Un corps cassé, à genoux, dans une prison qu'il a lui-même conçue. Et dans la salle d'à côté, Boris Rados rédige, méthodique, presque calme. Le dossier commence à ressembler à un monument. Il s'appelle désormais l'affaire Yejov. Et pour l'ancien maître du NKVD, chaque page tournée est une marche descendante. On ne le remonte pas. On ne le libère pas. On l'enfonce. Et tandis que la nuit tombe sur Soukhanovka, Yejov sait déjà qu'il a signé le début de sa fin. Mais ce n'est encore que le premier acte. Ce qui l'attend maintenant, c'est la confession publique. Celle qu'on lui fera cracher mot après mot, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune image de lui-même à laquelle se rattacher. La suite, c'est l'humiliation. Et l'humiliation, à Moscou, ne connaît pas de limite. Vous connaissez la méthode. Vous la connaissez par ses victimes, pas par ses lecteurs. Yejov aussi la connaît. Mieux que personne. C'est lui qui l'a inventée, ou plutôt perfectionnée. Faire avouer l'absurde à un homme, lui faire signer qu'il est un espion au service de 5 puissances à la fois, lui faire dire qu'il a trahi hier ce qu'il a toujours adoré. Et lui, l'ancien maître du NKVD, doit maintenant la subir, mot pour mot, page par page, devant ses anciens lieutenants, devenus ses juges. Regardez l'homme qu'il est devenu. 1,51 m de chair broyée, les dents arrachées, les côtes meurtries sous la tunique. Il écrit d'une main qui tremble, et on lui dicte ce qu'il doit écrire. Agent des Allemands, des Polonais, des Anglais, des Japonais, 5 pays à la fois. Car c'est la règle de la confession stalinienne. Plus l'absurde est gros, plus il devient évident. On n'invente pas un mensonge aussi énorme, seul un traître vrai peut l'imaginer. Et Yejov signe. Il ne réfléchit même plus. Le stylo racle le papier, sa main reconnaît chaque ligne. C'est sa propre écriture à lui autrefois, sur d'autres bouches. Aujourd'hui, c'est sa bouche à lui. On lui fait préciser. Quand a-t-il été recruté ? Pendant la guerre civile, par les Polonais, dit le dossier. Yejov raconte. Il invente, ou il se rappelle, ou il mélange. Peu importe. Rados écrit. Yejov signe. Il vend des secrets à l'Allemagne. Il vend des cartes. Il livre des noms. Tout ce qu'on veut. Et chaque signature est un suicide public. Chaque signature est une brique qu'on ajoute au mur. Quand le mur sera haut, on l'exposera, on l'imprimera, on le lira à voix haute dans des procès. Yejov le sait, il le sent. Mais il ne peut plus s'arrêter. La machine l'a happé. Elle ne lâche plus. On ajoute l'attentat. Bien sûr qu'on ajoute l'attentat. Tout bon dossier stalinien se conclut par un crime contre Staline. Toujours. Sans exception. Yejov organise un attentat. Selon les aveux, projet d'assassinat le 7 novembre, jour anniversaire de la Révolution d'octobre. La place rouge. La tribune du mausolée de Lénine. Yejov tire sur Staline depuis la tribune, tire sur ses proches, tire sur tout le monde. Yejov, qui a lui-même, autrefois, vérifié les listes d'invités place rouge. Yejov, qui a lui-même compté les sièges, les allées, les sorties de secours. C'est lui qui connaît le dispositif. Donc c'est lui qui peut le percer.
et cela suffit. On lui fait écrire le scénario. Il écrit. Il signe. Yejov, dans ses aveux, devient son propre assassin. Mais le Kremlin en veut encore davantage. Car Beria ne veut pas seulement briser Yejov, il veut le salir. Devant le parti, devant le pays, devant l'histoire. Alors, au printemps 1939, on ajoute une autre accusation. Une accusation que peu de mots peuvent porter en russe, tant elle brûle les lèvres. Le mutcholostvo, la sodomie. Crime grave en URSS, crime innommable. Crime qui salit non seulement l'homme, mais jusqu'à sa mémoire, jusqu'à sa lignée. On fouille sa vie privée, on lui demande des noms, les amants, les rendez-vous, les nuits. Yejov rougit, Yejov pleure, mais il parle. Responsable du parti, metteurs en scène de théâtre, et même, dans un souffle, ses propres gardes du corps. Il nomme, il signe, il s'enfonce. Chaque nom qu'il donne est un homme qui tombera avec lui. Imaginez la scène. Un homme qui a envoyé des milliers d'autres dans les caves, assis dans une cave lui-même, en train de détailler ses nuits. Rados écrit sans bouger un cil. Beria, parfois, entre dans la pièce, en costume sombre, haut de Cologne, lunettes en pince-nez. Il ne se salit pas les mains. Il pose les questions, lentement, d'une voix presque douce. Il casse les contradictions. Il savoure la déchéance. Puis il s'en va. Derrière lui, Yejov reste avec sa honte, dans la lumière crue des ampoules de Soukhanovka. Sous la douleur, Yejov livre tout le monde, ses adjoints, ses chefs de section, ses connaissances vagues, parfois des gens qu'il a croisés une fois dans un couloir. Chacun devient complice, chacun devient coupable par contiguïté. Yejov signe les sentences de mort de ses propres adjoints. Mikhail Frinovski, son ancien bras droit, qu'il a pourtant protégé, qu'il a même aidé à envoyer à la flotte. Yejov signe sa mort. Karl Pauker, le chef de sa sécurité personnelle, qui dormait devant la porte de Staline. Yejov signe sa mort. Et ainsi de suite. Chaque signature est un coup de marteau. Et le marteau ne s'arrête jamais. On confronte ensuite, à Soukhanovka, à Lefortovo, face à face. Yejov contre ses anciens hommes. Ces hommes qu'il a conduits au sommet, puis précipités dans les caves. Frinovski, surtout, rit au visage de son ancien patron. Il lui rappelle les nuits, les beuveries, les faux dossiers, les signatures vides. Il lui montre le pouvoir retourné comme un gant. Yejov n'a plus rien à répondre. Il baisse la tête. Autour d'eux, les gardiens regardent. Personne n'intervient. On laisse faire. Car dans cette géométrie nouvelle, tous sont des araignées dans un bocal. Tous se dévoreront entre eux. Et celui qui survivra sera celui que Beria voudra bien désigner. Au bout de quelques mois, Yejov n'est plus rien. Plus rien qu'une loque bavante, incapable de se tenir droit, incapable de parler sans qu'on lui souffle les mots. Certains gardiens, dit-on, le poussent dans les couloirs, pas par méchanceté, par indifférence. C'est un objet, désormais, une matière à procès-verbal. Parallèlement, Beria vient parfois dans la salle de torture. Il observe, froidement. Il ne participe pas. Il regarde les hommes se briser. Il interroge, lentement, les yeux mi-clos. Il savoure, en silence, la déchéance de celui qui l'a remplacé. Puis il retourne dans son bureau, à la Loubianka, tout près, et il rédige. Entre deux interrogatoires, Yejov fait une chose, une seule. Il écrit à Staline, des lettres, toujours des lettres, plus courtes, plus lamentables. Il signe « Votre petit Yejov » ou des formules de ce genre. Il implore une minute d'audience. Il implore un regard. Il implore que l'on se souvienne du moins qu'il fut quelqu'un. Au Kremlin, on ne répond pas. On lit, on classe, on jette. Imaginez cet homme qui a écrit des lettres de dénonciation par milliers et qui attend maintenant une lettre qui ne vient pas, qui a fait des autres des fantômes et qui devient fantôme à son tour, qui a bâti des caves pour les autres et qui habite désormais dans une cave qui est son propre ouvrage,
qui a brisé tant d'hommes et qui se voit brisé par les siens. Au début de l'année 1940, l'instruction est terminée. Rados referme le dossier. Yejov a signé 172 pages, plus ou moins. Peu importe le chiffre exact, ce qui compte, c'est le contenu. Espion, traître, assassin en puissance, sodomite, agent de 5 puissances, complice de ses adjoints, saboteur de la patrie soviétique. Toute sa vie tient dans ses aveux publics, et lui-même ne s'y reconnaît plus. Il a perdu son image, il a perdu son nom, il a perdu jusqu'à sa propre voix. Le dossier est transmis au Kremlin. Staline le lit. Staline signe l'ordre de juger. Le tribunal spécial est constitué. La date du procès est arrêtée. 3 février 1940. Yejov comparaîtra devant la collègue militaire de la Cour suprême. Vassili Ulrikh présidera. C'est le même Ulrikh qui a jugé Zinoviev. C'est le même Ulrikh qui a jugé Kamenev. C'est le même Ulrikh qui a jugé Toukachevski. Et maintenant, il jugera l'homme qui, derrière ces noms, a signé les sentences. Regardez Yejov. À la veille de ce procès, un homme qui n'a plus rien à défendre, plus rien à dire, plus rien à quoi se rattacher. Un homme à qui on a volé jusqu'à son visage. Et qui attend, dans la cellule de Soukhanovka, le jour où il devra se lever devant ses juges et lire à voix haute les pages qu'on lui a fait signer. C'est là le dernier acte. Le moment où le bourreau, devenu papier, sera lu à voix haute dans une salle où ne siège aucun de ses semblables. Car Yejov est désormais seul. Seul avec sa signature. Seul avec sa honte. Et au Kremlin, le silence continue. Ce silence qui fut son instrument et qui est devenu son tombeau. 3 février 1940. Moscou. Le bâtiment de la collègue militaire de la Cour suprême du RSS, rue Nikolskaya. C'est ici, dans le bureau du président Vassili Ulrikh, qu'Yejov va comparaître. Pas dans une grande salle. Pas dans un prétoire d'apparat. Non. Dans un bureau ordinaire, presque anonyme. C'est le format simplifié que Yejov lui-même a inventé sous son autorité au NKVD. Sans avocat, sans procureur, sans témoin, juge, accusé, sentence. 3 noms, presque rien, le temps d'une lecture. Le tribunal que ses victimes ont connu, c'est le tribunal qui le juge à son tour. Encore un retournement qui ressemble à un miroir. Regardez entrer Yejov, soutenu par 2 gardes, les vêtements froissés, le pas incertain, 1,51 m, courbé, brisé. Les dents arrachées quelques mois plus tôt à Soukhanovka se devinent au sourire forcé qu'il n'arrive plus à faire. Ulrikh l'attend, imperturbable. Le même Ulrikh des grands procès de la terreur. La pipe de Staline n'est pas dans la salle, mais l'ombre de Staline y est, immense, invisible. Lecture des charges. On lit le dossier. Dossier fabriqué par Rados, signé par Yejov. On y trouve tout. Organisation de complot, espionnage, homosexualité, préparation de l'assassinat de Staline. 5 puissances à la fois, complices de ses adjoints, coupables de tout ce qu'on a voulu qu'il soit coupable. Chaque mot lu est un coup de marteau. Yejov les reçoit sans broncher. Il sait ce qu'on l'a forcé à écrire. Mais il sait aussi que ces mots, désormais, sont les siens. Ils porteront son nom. Et puis le retournement, l'imprévu, la minute qui ne devait pas exister. Yejov se redresse, lentement. Pas tout à fait debout, mais presque. Il demande la parole. Ulrikh, par routine, par habitude, par curieuse cruauté peut-être, lui laisse cette minute. Yejov parle. Il retire tout ce qu'il a signé, chaque aveu, chaque ligne, chaque page. Il explique qu'il a signé sous la torture, qu'il a été cassé à Soukhanovka, qu'on lui a brisé les dents, qu'on l'a roué de coups. Il veut montrer ses cicatrices. Il ouvre sa tunique. On voit le torse couvert de bleu, d'échymoses, de plaies mal refermées. Le président ne cille pas. Le silence tombe. Ulrikh connaît cette musique. Il l'a entendue 100 fois, dans 100 bouches différentes, en 1937, en 1938. Et il n'a jamais rien fait.
Yejov tente alors autre chose, un geste insensé, presque beau, qui sent le désespoir. Il s'adresse à Staline, par-dessus la tête des juges, comme si Staline était là, assis dans un coin, à écouter. Il sait que le sténographe transcrit. Il sait que le mot parviendra peut-être à Staline, ou ne parviendra jamais. Mais il parle. Il parle comme un croyant parle à un saint qui ne répond plus. Et il prononce sa dernière parole. Pas une demande de grâce, une confession de fanatique. Acquittement total des crimes. Il les assume. Il les a voulus. Il les a signés. Il a nettoyé la saleté, dit-il, mot pour mot. Il a fusillé les ennemis. Oui, il l'assume. Il ne demande pas qu'on lui pardonne. Il demande qu'on se souvienne de lui comme d'un homme fidèle. Il dit n'avoir pas su achever le nettoyage. C'est pour cela qu'il tombe. C'est sa seule explication. La loyauté manquée. Puis, dans un souffle, autre chose. Une voix presque humaine, presque brisée, presque nue. Il implore qu'on épargne sa vieille mère et sa fille. Il demande à être fusillé, calmement, sans bruit. Pas une grâce, une fin propre. La bienséance, au dernier instant, d'un homme qui sait mourir. Le président rend le verdict. Déchéance de tout grade, de tous ordres, de toute décoration, confiscation des biens, peine capitale, non susceptible d'appel. Tout cela, prononcé d'une voix plate, comme on lit un numéro administratif. Yejov ne tremble plus. Il n'a plus la force de trembler. Les gardes l'encadrent. On ne le ramène pas en cellule. On ne le reconduit pas à Soukhanovka. On le mène directement au sous-sol d'exécution. L'escalier est étroit, semi-obscur. L'air y est lourd. Une odeur de poudre, de chlore, de peur accumulée. Il descend, un par un, marche par marche. On le tient. Il ne tient pas tout seul. Au bas, dans une pièce aveugle, un homme attend. Vassili Blokhine, le bourreau en chef de la Loubianka, déjà sur place. Il vérifie son arme. Un pistolet allemand Walter. Pas le Nagant soviétique, plus capricieux. Le Walter est fiable, précis. Le même pistolet qu'on a préféré pour Staline lui-même, dans certains récits. Dans le sous-sol, on ne change pas les habitudes. Yejov s'effondre. Les sanglots le prennent. Incontrôlable. Il supplie, il veut embrasser les bottes des gardes, il s'accroche à eux comme un homme qui se noie s'accroche à n'importe quoi. On le repousse, on le mène face au mur. Le mur est criblé de balles, année après année. C'est ce même mur contre lequel on a appuyé des milliers de visages. C'est devant ce même mur qu'on lui a demandé de lire des sentences. Aujourd'hui, le mur est devant lui. Et derrière lui, Blokhine lève son arme. 4 février 1940. Il est tard dans la nuit. Le déclic du chien du Walter résonne. Un coup. Tire dans la nuque. Le corps tombe sur le sol en béton. Il ne bouge plus. Blokhine range son arme. Il donne ses ordres. Évacuez le corps. Aucune formule. Aucune prière. Aucune plaque avec le nom. La nuit du 4 février, le corps d'Yejov est transporté au crématorium du Donskoï. Le four crématoire ne distingue pas les morts. Aucune cérémonie. Aucun cercueil ouvert. Le corps est enfourné comme les autres. Et les cendres, mêlées à celles de dizaines de milliers d'autres, sont déversées dans la tombe commune numéro 1 du cimetière du monastère Donskoï. Une fosse. Sans nom. Sans date. Sans mémoire. Imaginez, un instant, ces cendres. Celles de Nikolai Ivanovitch Yejov, le maître du NKVD, mêlées à celles de Mikhaïl Toukachevski, maréchal de l'Union soviétique, fusillé 4 ans plus tôt sur l'ordre du même Yejov. Celles d'Isaac Babel, l'écrivain, torturé puis exécuté. Celle de Vsevolod Meyerold, le metteur en scène, brisé à son tour dans les caves qu'Yejov avait perfectionnées. Tout cela, ensemble, confondus. Comme si la terre, elle aussi, faisait sa justice, lente, silencieuse, sans appel. Regardez cette fosse commune. On y jette dans le même geste le bourreau et ses victimes. Pas pour les réconcilier, pour les oublier tous. C'est le système. Le système d'Yejov, prolongé par Beria, prolongé par Staline. Un système qui ne distingue plus les visages, qui ne reconnaît plus les noms,
qui range les morts comme des fiches. Au Kremlin, Staline apprend l'exécution dans la nuit. Peut-être un mot de Beria, sobre, laconique. Tout est fait. La machine a fonctionné. Le bourreau a été moissonné par sa propre moissonneuse. Et Staline passe à autre chose. Car à Moscou, en février 1940, d'autres fascicules attendent sur d'autres bureaux, d'autres noms, d'autres caves, d'autres fusils. La nuit ne s'arrête jamais. Voilà Yezhov, maître du NKVD pendant 2 ans, bourreau de dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Petit homme à la laine lourde, qui finit dans la même fosse que ceux qu'il a tués, qui demande, au dernier instant, qu'on épargne sa mère et sa fille, qui supplie qu'on le tue proprement, et qui repose aujourd'hui, sans plaque, sans pierre, sans cierge, quelque part au cimetière du Donskoï, sous un numéro qui n'est même pas gravé. C'est là la dernière ironie de sa vie. Lui qui s'est acharné à effacer les autres, gît aujourd'hui mêlé aux autres. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Car quand le corps disparaît, le reste commence. Et ce qui reste d'Yezhov après sa mort, c'est l'image. L'image qu'on doit maintenant effacer partout. Cette traque-là, c'est Staline qui va la mener. Et cette chasse-là, elle ne fait pas de bruit. C'est une chasse d'ombre, dans les photographies, dans les livres, dans la mémoire. C'est la dernière opération d'Yezhov posthume, et c'est la plus étrange de toutes. 4 février 1940. Le corps d'Yezhov a été transporté au crématorium du Donskoï. Les cendres ont été jetées dans la fosse commune. Mais pour Staline, ce n'est qu'un début. La mort physique est rapide. La mort sociale, elle, demande du temps. Et Staline a le temps. Staline a la patience. Staline a la mémoire. Ce qu'il faut maintenant, c'est effacer Yezhov. Pas le punir, l'effacer. L'arracher du monde comme on arrache une mauvaise herbe. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Vous avez vu la pratique. À Rome, sous l'Empire, on appelait cela la damnatio memoriae, condamnation de la mémoire. On brisait les statues, on martelait les noms sur les monuments. On rayait l'homme des registres publics. Le défunt n'avait plus le droit d'avoir vécu. À Moscou, en 1940, on ne copie pas Rome, on la perfectionne. Car ici, les images comptent encore plus que les pierres. Et les images, à présent, on peut les tricher. Regardez les photographies. Partout où Yezhov était, on les fasse. Les retoucheurs du Kremlin entrent dans les archives. Ils ouvrent les négatifs. Ils découpent Yezhov au cutter, trait pour trait, ombre pour ombre. Ils repeignent l'arrière-plan. Du vide, de la végétation, de l'eau. Parfois un pan de mur. Le but est simple, faire disparaître l'homme sans disparaître la photo. Et les photos, elles, doivent rester pour raconter l'histoire que Staline veut qu'on raconte. L'image la plus célèbre est la plus banale en apparence. Staline et Yezhov marchant le long du canal Moscou-Volga. Un canal que Staline a voulu, qui Yezhov a construit avec ses méthodes. La photo montre 2 silhouettes, celle de Staline, grande, en blanc. Celle d'Yezhov, à ses côtés, petit, reconnaissable à sa démarche. Aujourd'hui, la même photo, dans les manuels, dans les musées, dans la mémoire publique, montre Stallone seul, le long du canal. La silhouette d'Yezhov a été découpée. À sa place, un bout de berge, un fragment de ciel, un vide géométrique. On regarde la photo et l'on ne remarque rien. C'est exactement le but. Le camouflage parfait. Le crime invisible. À l'ouest, la presse s'en amuse. On parle du commissaire disparaissant. Le nom circule. Les caricaturistes en font des dessins. Les grandes plumes en font des articles. En URSS, le mot n'existe pas. En URSS, Yezhov n'existe plus. C'est tout. Les archives d'abord. Les fiches individuelles sont retirées. Les biographies officielles disparaissent des encyclopédies. Les livres d'histoire expurgent jusqu'à la mention de son nom. On ne dit plus « sous Yezhov, le NKVD ». On dit « à cette époque ». On ne dit plus « l'opération de masse ». On dit « les erreurs de l'époque ». On ne dit plus « Yezhov ». On dit « la période ».
Le vide est commode. Il est surtout stratégique. Car l'aveu que Staline cherche, c'est que la terreur n'a pas eu de visage. La terreur n'a été qu'un engrenage anonyme. Et les engrenages anonymes ne tombent pas en disgrâce. Les villes, les rues, les bâtiments nommés en son honneur sont renommés. La ville de Yezhov, quelque part en Russie, redevient un toponyme. La rue Yezhov à Moscou s'appelle autrement. L'usine Yezhov, l'avenue Yezhov, le kolkhoze Yezhov, tout disparaît. Une nuit, un matin, une équipe de peintres, et le nom n'est plus là. Comme Yezhov. Comme un rêve qu'on aurait fait. Comme un cauchemar dont on aurait décidé qu'il n'avait pas eu lieu. Les bustes, ensuite. Les bustes qu'on avait multipliés dans les halls du NKVD, dans les écoles, dans les clubs d'ouvriers, tous se trouvent cassés en une nuit. On brise à coups de marteau. On jette les débris dans des fosses. Parfois, on les enterre. Parfois, on les fond. Parfois, on les laisse en miettes dans les caves, à même le sol. Les secrétaires des comités locaux savent ce qu'il faut faire. Ils le font vite, sans bruit. La trace s'efface avant même qu'on ait eu le temps de la regarder. Il ne reste donc rien. Il ne doit rien rester. Et quiconque prononcerait le nom d'Yezhov risquerait sa vie. Car ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de récit. Et Staline contrôle les récits. Staline a toujours contrôlé les récits. La propagande réécrit le passé à mesure que le passé s'éloigne. Les répressions massives deviennent le fait d'ennemis du peuple, anonymes. Et les ennemis du peuple, en URSS, sont précisément ceux qu'on a déjà éliminés. C'est une boucle sans fin. Une boucle qui s'auto-justifie. Mais Staline, en 40, ne s'arrête pas à Yezhov, car Yezhov n'est qu'un cas. Le système doit produire d'autres cas, et le système produit. L'ordre numéro 00447, l'ordre des quotas de fusillade, l'ordre des troïkas, tout ce qui permit à Yezhov de fonctionner, tout cela est encore actif, encore en marche, encore inscrit dans les routines de la police politique. Yezhov fut un moment. Yezhov ne fut pas une fin. Et Beria, qui lui a succédé, applique la même mécanique avec une autre main. Regardez Yezhov à présent, de l'autre côté de la page. Vous voyez l'homme que vous avez vu en 1936, à la tête du NKVD. Vous le voyez grimper, commander, boire, signer. Vous le voyez descendre, supplier, signer. Vous le voyez comparaître, avouer, mourir. Et vous le voyez disparaître. Pas dans la mort, dans la mémoire, dans les photographies, dans les rues, dans les livres. C'est la dernière flèche de la boucle. L'homme qui voulait tout contrôler se voit contrôler son effacement. Le bourreau qui a multiplié les fantômes devient fantôme à son tour. Et le fantôme lui-même est effacé. Même pas fantôme, juste absence. Imaginez, une fois de plus, cette image. Staline et Yezhov, le long du canal Moscou-Volga. Aujourd'hui, on regarde la photo, on ne voit que Staline. Et si l'on gratte l'image, avec un logiciel moderne, on retrouve la trace du corps découpé. On voit les bords arrachés. On aperçoit le fantôme. Mais les livres scolaires n'enseignent pas à gratter les images. Les livres scolaires enseignent la version officielle. Et la version officielle, c'est « personne ». Voilà Nikolai Ivanovitch Yezhov, maître du NKVD en 36-38. Bourreau, petit homme, haleine lourde, qui finit en fumée mêlée à celle de ses victimes, qui ne fut jamais réhabilité, jamais reconnu, jamais pleuré, sur qui on ne fit pas de film, sur qui on ne fit pas de chanson, sur qui Staline, à sa mort à lui Staline, en 53, laissa planer le même silence. Car Yezhov n'était pas une erreur, Yezhov était un rouage. Et les rouages, quand on les brise, on les jette, on ne les répare pas, on ne les pleure pas, on ne les nomme pas. Et c'est peut-être la dernière leçon de cette histoire. Car celui qui accepte de devenir l'instrument d'un autre devient, à la fin, l'instrument de son propre effacement. Yezhov voulut tout voir, tout savoir, tout décider. La fin, c'est qu'on ne le voit plus, qu'on ne le sait plus, qu'on ne le décide plus. Il voulut la terreur. Il reçut le silence. Et le silence,
pour un homme qui ne vécut que par le bruit qu'il faisait, fut sans doute la dernière des caves. Aujourd'hui, quelque part au cimetière du Donskoï, dans la tombe commune numéro 1, ses cendres reposent. Mêlées à celles de Tukhachevski, à celles de Babel, à celles de Meyerhold, à celles de dizaines de milliers d'autres. Et personne, sauf quelques historiens qui grattent les archives, ne sait exactement où. C'est peut-être la justice. Pas celle des hommes, celle du temps. Celle qui ne distingue pas le bourreau de la victime. Celle qui jette tout dans la même fosse, comme on range les morts dans les mêmes dossiers. Et quand une nation ne distingue plus le bourreau de la victime dans la mort, c'est qu'elle n'a pas fini de faire son travail de mémoire. Voilà l'histoire d'Iejov. Une histoire qui commence avec un homme derrière un bureau. Une histoire qui finit avec une image découpée au cutter, et entre les deux, 2 ans de cave, de signatures, de supplications. Une épopée courte, noire, sans héros. Une épopée qu'on raconte ici, dans le silence d'un soir, pour ne pas l'oublier. Car ce qui n'est pas nommé finit par ne plus exister. Et ce qui est nommé, même si c'est pour la dernière fois, rentre enfin dans la mémoire des hommes. Ce n'est pas de la justice, mais c'est déjà un commencement.